Donc, bonjour. Cette semaine, ce qu'on va voir ensemble, c'est, avant d'accorder un statut privilégié, puis d'essayer là, de lui donner une place privilégiée dans notre classe, pourquoi on ferait ça avec les erreurs? Donc, pourquoi ça serait important de privilégier les erreurs? Avant de poursuivre, par exemple, attention, cette idée-là de donner une place privilégiée à l'erreur, puis de travailler à partir des erreurs de l'élève, c'est une idée qui est plutôt dans un courant constructiviste. Donc, peut-être que c'est un courant avec lequel vous avez peut-être un petit peu moins d'affinité. Donc, je vous le dis. Par contre, même s'il y a des choses qui vous ébranlent dans ce que je vais dire, j'aimerais que vous les écoutiez jusqu'au bout parce que peut-être que ça va correspondre, par exemple, à certains élèves. Vous allez peut-être dire, ah ouais, mais pour lui, je vais essayer ce truc-là parce que probablement que ça pourrait peut-être l'aider. Probablement que peut-être ça pourrait l'aider. Puis aussi, parce que là, je vous dirais qu'on en parle cette semaine beaucoup de l'erreur. La semaine prochaine, ce sera seulement la moitié du temps consacré à la formation qui sera sur cette perspective-là, parce qu'après ça, on embarque sur la rétroaction. Puis là, on est plus en terrain neutre. Là. Donc, si jamais ça vous rejoint moins, entendez quand même. Puis toute la question là, sur la rétroaction, là, probablement que je pense qu'on rejoint l'ensemble des conceptions de l'apprentissage. Donc, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on voit dans cette capsule-ci? On va voir les particularités de la discipline, donc des mathématiques. On va regarder les avancées scientifiques au niveau de l'apprentissage. Donc, qu'est-ce qu'on a appris qui va nous renseigner, qui va nous aiguiller sur pourquoi on va accorder une place privilégiée à l'erreur. Puis ensuite, on va regarder comment on fait ça. Alors, premièrement, qu'est-ce qui est différent dans les mathématiques? C'est qu'en mathématiques, on traîne un historique où on va mettre l'accent sur une rapidité d'exécution. Hein, souvenez-vous, là, peut-être, vous avez peut-être mon âge ou pas, là, mais ceux qui étaient dans la génération, là, on en a fait là, des maths chrono, puis moi, dans mon cas, c'était toutes les semaines, puis plusieurs fois par semaine, puis c'était important, la rapidité d'exécution. Puis c'était pas juste avec les tables, hein, c'était aussi des bons calculs qu'on avait à faire là, dans un laps de temps assez précis. Ça faisait partie des pratiques didactiques de ce temps-là, puis on s'est rendu compte qu'on faisait fausse route, puis que ces pratiques-là avaient des contre-coups importants. On a aussi dans cette historique-là l'idée que les mathématiques se résument à des calculs, alors qu'aucunement les mathématiques se résument à la réflexion et à un processus. Les mathématiques, c'est pas une affaire d'application de calcul, c'est une application de réflexion, tout comme les sciences sont pas tant une question de savoir notionnel, mais aussi beaucoup une question de démarche scientifique. C'est à peu près le même postulat. Résoudre des problèmes d'ordre scientifique pourrait être vraiment comparé à résoudre des problèmes mathématiques dans l'optique où on veut que les élèves adoptent une position de détective, une position de chercheur, puis une position de curiosité aussi. On a aussi un historique de réponse juste où on visait une réponse qui était exacte, mais on se rend compte justement parce que les mathématiques sont une science où on doit développer puis où on doit raffiner notre pensée, mais on se rend compte que le processus est encore plus important que la réponse. Ensuite, en mathématiques, les apprentissages, effectivement, comme dans toutes les disciplines, on apprend des nouveaux concepts, mais en fait, en mathématiques, on apprend peu de nouveaux concepts si on fait une proportion avec le temps consacré aux mathématiques. Mais ce qu'on apprend, c'est beaucoup une complexification des savoirs. Puis si on regarde, en fait, là, dès la première année, dès le premier cycle, les élèves débutent l'apprentissage de l'ensemble des domaines des mathématiques. Puis c'est ces apprentissages-là qu'on va venir creuser, qu'on va venir complexifier tout au long du parcours de la formation des jeunes en mathématiques. Puis si l'enfant décide de poursuivre son curriculum en mathématiques, en fait, il pourrait très bien décider de poursuivre jusqu'au doctorat en mathématiques, puis il va même pouvoir choisir lequel de ces domaines-là dans lequel il va se spécialiser. Puis s'il est fan des statistiques, mais ça deviendra un statisticien ou une statisticienne. Donc, cette idée-là que tous les concepts se complexifient, c'est aussi pour ça que les CP maths primaires, on n'arrête pas de vous répéter qu'il faut vraiment, vraiment travailler la compréhension du concept, puis s'éloigner des techniques, parce qu'en fait, on veut que les enfants comprennent, parce qu'il sera toujours temps d'apprendre la formule, puis là, au primaire, il faut mettre notre temps à comprendre la notion, qu'on soit capable de la complexifier, puis que les enfants comprennent bien qu'est-ce qui en retourne de cette notion-là dès les premiers pas au primaire, puis au préscolaire aussi. Aussi, on sait en mathématiques que
Je recommence. En mathématiques, on porte un bagage de neuromythes. Maintenant, on sait que c'est des mythes à cause des avancées scientifiques, de la recherche et de la technologie. Donc, dans les neuromythes qu'on traîne dans notre historique, on a l'idée d'avoir la bosse des maths, d'être une cause désespérée ou encore d'avoir un style d'apprentissage qui convient ou pas à l'enseignement des mathématiques. Puis maintenant, on sait que ce sont des mythes. Puis, vous allez voir quand même assez rapidement pourquoi tout ça va m'amener à accorder une place privilégiée à l'erreur. Avant d'aller plus loin, on va quand même déboulonner ces mythes-là. Donc, avant la base des maths, on se rend compte en fait que c'est plutôt faux. Puis même l'idée que les garçons seraient meilleurs en mathématiques et en sciences, puis que les filles seraient meilleures dans les disciplines qui font appel plus au langage, soit écrit ou parlé, ou encore au domaine des arts, en fait, ça repose pas vraiment, la recherche est capable de nous dire que ça repose pas sur le cerveau, ça repose sur la stimulation que les enfants ont reçue depuis leur petite enfance. Donc, c'est les choix vers lesquels les adultes ont orienté les enfants, les choix de jeu, les choix de sujets de conversation, les discours qu'on a tenus aux garçons et aux filles, que ce soit dans la famille, que ce soit en famille élargie, que ce soit au CPE ou encore à la garderie ou au préscolaire. Mais tout ça, tranquillement, à l'échelle de la planète, est venu donner là, une force, ben pas une force, est venu travailler certaines zones plus chez certains enfants. Puis, sur les choix, puis sur un type de jeu, on est venu développer davantage chez les garçons les mathématiques et le raisonnement logique et scientifique. Donc, cette idée-là d'avoir un cerveau plus maths parce qu'on est un garçon, c'est pas une idée qui tient la route au niveau de la recherche en ce moment. Ensuite, l'idée d'être une cause désespérée ou qu'il y aurait comme un côté héréditaire aux mathématiques, ça non plus, c'est pas une idée qui tient la route au niveau scientifique en ce moment. Là. Des fois, vous l'avez peut-être entendu dans vos rencontres de parents, des parents qui vous disent, moi, j'étais pas bon en maths ou j'étais pas bonne en mathématiques. Fait que mon garçon non plus. Puis même son grand-père était pas bon, tu sais, l'air de dire, on va oublier ça tout de suite, ce projet-là. Ben non, c'est pas héréditaire, ça existe pas, le gène mathématique. C'est encore une fois dans les activités, dans les stimulations qu'on a reçues. Puis l'idée d'être visuel auditif, ça non plus. C'est pas en ce moment, on est en train de démontrer, c'est assez bien démontré même que c'est pas un style d'apprentissage, c'est simplement une habitude qu'on a développée comme apprenant, dans laquelle on est confortable et qu'on est devenu efficace. Donc tout ça mis en lumière, on se rend compte que finalement, au niveau du cerveau, on peut évoluer quant à notre capacité de faire des mathématiques. Donc, même si on a 40 ans, puis même si on a un parcours difficile en mathématiques, on peut tout de même prétendre à devenir bon en maths, pour peu qu'on veuille fournir l'effort ou qu'on ait un enseignement adéquat. Donc, on est tranquillement en train de voir que tout le monde peut apprendre les mathématiques. Mais ça, on va y revenir dans quelques secondes. Les avancées scientifiques aussi au niveau de la neuroscience nous ont permis de développer pas développer, mais en fait de découvrir certaines choses. C'est pas mes propos. Vous savez que je suis bachelière en enseignement. J'ai pas d'études universitaires là en neurosciences ou en quoi que ce soit qui s'y rapproche. Par contre, je vais travailler, là, je vous cite Moser qui est dans un livre de Joe Bowler où Moser nous explique, parce que lui, il y a des études dans ce champ de compétences-là, mais il nous explique en fait qu'aussitôt qu'on sait qu'on va faire une erreur ou encore qu'on sait qu'on doit être vigilant, on se rend compte que l'activité cognitive augmente. Donc, quand on parle, puis ça, les travaux de Masson vont utiliser ce vocabulaire-là, qu'on parle de rendre actifs les élèves dans leur apprentissage, on ne veut pas juste dire actifs au niveau physique, mais on veut aussi dire actifs au niveau cérébral. Donc, quand les élèves savent qu'ils ont un enjeu de se tromper ou qu'ils se sont trompés, généralement, ils sont plus engagés dans la construction du savoir ou dans la discussion carrément. Donc, tout ça, les avancées de la recherche, l'idée qu'on n'a pas une bosse des maths nécessairement, qu'on n'est pas plus visuel kinesthésique ou auditif nécessairement non plus, puis que la plasticité du cerveau va me permettre d'apprendre si je reçois puis je fais les efforts nécessaires, ça me ramène à mon bon vieux Ratatouille. Ratatouille est un des films qui, chez moi, ont tourné en boucle pendant que mes enfants étaient jeunes. Puis, ça me fait penser à lui parce qu'au début j'allais dire au début du vidéo. Au début du film, souvenez-vous que
le chef cuisinier Gusto dit que tout le monde peut cuisiner, puis c'est un peu ça le propos du film. Même un rat peut faire de la fine cuisine française, puis il va devenir un chef réputé. Donc, un peu à l'instar de Ratatouille qui peut cuisiner, ben on se rend compte maintenant que tout le monde peut apprendre les mathématiques, puis tout le monde peut acquérir les notions de base pour poursuivre dans le curriculum scolaire en maths. Et ça m'amène à vous parler de la mentalité qu'on va dire fixe en français et la mentalité de croissance. C'est comme ça qu'on appelle cette idée-là en français. En anglais, on va dire de growth mindset. Donc, une mentalité, c'est l'ensemble des croyances que l'on possède au sujet de nos propres capacités intellectuelles et celles d'autrui. Chez nos élèves, là, on va remarquer que beaucoup d'élèves ont un type de mentalité fixe. Puis on en retrouve beaucoup aussi en adaptation scolaire. Donc, ces élèves-là, ces élèves avec une mentalité plutôt fixe, vont nous dire qu'ils réussiront jamais en maths, ils n'ont jamais été bons en maths, puis ils seront pas plus cette année, puis il n'y a pas de raison que ça change maintenant. Alors qu'une mentalité de croissance, c'est un peu son opposé, on va croire que quiconque qui reçoit une formation adéquate et s'exerce suffisamment pour améliorer sa capacité à apprendre, va être capable d'y arriver. Donc, ça peut par contre, amener de changer certaines pratiques. Là, je pense beaucoup à nos enseignantes, à nos collègues d'adaptation scolaire. Ça peut nous amener à varier notre enseignement ou à varier nos méthodes ou nos façons de faire, mais tout le monde peut prétendre pouvoir réussir en mathématiques parce qu'on était capable de déboulonner plusieurs mythes qu'on traînait avec nous en mathématiques. Puis en même temps, on est en train aussi de venir définir qu'en mathématiques, on est rendu ailleurs, que l'idée d'avoir la réponse unique puis d'avoir une rapidité d'exécution amenait des contre-coups. On l'a testé avec plusieurs générations de jeunes élèves. Puis on se rend compte que les mathématiques sont en fait un peu comme une science. En fait, comme la science, une affaire de démarche, puis une affaire de réflexion, puis que on n'est plus dans le même paradigme. Puis c'est parce qu'on change de paradigme que là, on peut se donner le droit à l'erreur. Parce que, quand je fais des erreurs, je suis active dans mes apprentissages. 2, quand je fais des erreurs, ça me permet d'acquérir de nouvelles connaissances parce que ça me permet de m'aiguiller sur les liens que je peux faire ou pas entre certaines connaissances. Puis 3, c'est normal de faire des erreurs parce que je suis en démarche scientifique. Donc, c'est certain que parfois, j'ai à faire des essais, puis que ces essais-là, ils fonctionnent pas. Puis l'important, c'est de reconnaître que c'est pas un essai qui fonctionne, puis d'en tirer des conclusions pour réorienter sa démarche par la suite. Donc, justement, comment faire? En fait, là, on va chercher à briser l'idée que les mathématiques sont une discipline qui va se limiter à l'exactitude puis à la vitesse. On va chercher à allumer la curiosité des élèves puis leur engagement en se dégageant de la culture de la réponse unique. Fait que pour faire ça, on va modifier notre dialogue en classe. On cherchera pas nécessairement une réponse, mais on va chercher un processus. Puis on cherchera pas combien ils ont obtenu à tel calcul, mais on va vouloir savoir comment ils ont fait. On pourrait, par exemple, penser à ça, penser à faire résoudre des problèmes sur des cartons. Là, tu sais, dans un monde idéal, on le fait sur Pinterest. Ça va être sur des plexiglas transparentes, c'est super beau. Mais si vous voulez le faire demain, là, l'idée des cartons va peut-être être plus facile à mettre en œuvre. Donc, on préfère résoudre les élèves sur des cartons qu'on met sur un babillard à la verticale. Si la verticale, c'est pas possible parce que vous avez que des fenêtres, parce que je sais pas, là, parce que, faites-le sur les bureaux. Mais cette idée-là, de mettre l'accent sur le processus, que tout le monde puisse regarder la démarche de tout le monde, puis qu'avant de trouver la réponse, on s'arrête pour analyser la démarche de un et de l'autre. Puis on pourrait peut-être même penser à faire une démarche musicale. Peut-être qu'on pourrait changer les équipes, puis que l'équipe A irait compléter ou irait observer ou irait donner une rétroaction sur la démarche de l'équipe B. Ça pourrait être quelque chose à penser. Mais l'idée là-dedans, là, c'est de vraiment donner beaucoup d'importance sur le processus, sur la démarche, sur les stratégies, sur comment tu as fait pour le trouver, comment tu as fait pour y arriver. Ensuite, provoquer l'erreur puis observer ces erreurs-là en classe. Certains didacticiens, certains scientifiques vous diront même d'accorder beaucoup
d'importance à l'erreur, de présenter les bonnes erreurs et les belles erreurs. Donc, présenter les erreurs qui seront conceptuelles ou procédurales, on va en parler dans la vidéo d'après, puis les analyser avec les élèves. Au même titre que des fois, on va donner des phrases issues de tirer des textes des élèves parce que ce sont des types d'erreurs qu'on retrouve souvent ou parce que la phrase était particulièrement bien construite, puis il y avait un mot écran, puis là, ben, on veut travailler ça avec les élèves. Donc, on peut faire la même chose en mathématiques, observer une démarche ou une partie de démarche, puis venir dire dans cette partie-là à quoi, tu sais, qu'est-ce que l'élève voulait faire, puis en quoi la façon de faire était maladroite. Certains pays très performants en mathématiques, puis le Québec en fait partie des pays performants en maths. Mais un des pays les plus performants que nous, c'est la Chine. Puis la Chine, rarement vont demander les bonnes réponses. Ils vont avoir des moments où ils vont développer des stratégies de calcul mental avec les élèves pour aller chercher une vitesse d'exécution. Mais en résolution de problèmes, souvent, on va plutôt demander les processus, on va demander comment il est arrivé, puis assez rarement, on va demander la réponse en fait. Si on poursuit, accepter une différente façon de résoudre des problèmes. Donc, sortir de l'idée que la résolution de problèmes, tu sais, que la démarche la plus efficace c'était celle-ci, puis c'est celle-là qu'on va prôner, puis c'est sur celle-là qu'on va venir, je sais pas le bon mot, mais sur laquelle on va dire que c'est la meilleure. Là, on peut laisser ça de côté un petit peu pour venir présenter l'ensemble des stratégies possibles, puis discuter d'optimisation avec les élèves. Donc là, une fois qu'on a regardé toutes les stratégies dans la classe, laquelle était la plus rapide ou laquelle serait la meilleure? Fait que, tu sais, on va accepter plusieurs façons de résoudre les problèmes. Fait que comme ça, tous les élèves pourront faire preuve de créativité puis pourront prétendre à réussir selon leur capacité dans différents concepts mathématiques. Puis après ça, on viendra les entraîner à choisir la meilleure en regard soit des compétences à maîtriser pour y arriver ou encore du temps nécessaire pour certaines stratégies. Ensuite, parce que là, une fois qu'on s'est dit ça, là, j'étais plus, je me trouvais plus dans des grandes idées. Si on est encore plus précis, ben, proposer des questions ouvertes. Des questions ouvertes, là, c'est des questions où on n'attend pas une seule bonne réponse. On en attend peut-être plusieurs ou encore où l'élève, on en parle dans la formation multi-âge, comment faire des questions ouvertes. Si je dis que dans une famille, j'ai 3 enfants, puis que l'âge des enfants, c'est X, Y, puis Z, quelle est la moyenne des âges de ces enfants-là? Ben, c'est une question qui est fermée. J'attends une réponse, il y a une stratégie pour y arriver, puis c'est assez simple. J'applique une technique dans le fond. Alors que si je dis que dans la famille Morin, la moyenne d'âge est de 11 ans, puis que là, je sais pas si ça fonctionne, là, je l'ai pas vérifié, puis que il y a 3 enfants, quel pourrait être l'âge de ces enfants-là? Ben là, à ce moment-là, on est un petit peu plus ouvert. Donc, c'est un exemple de question ouverte, puis vous allez avoir des façons de faire. Là, il y a des livres sur les questions ouvertes là, qui existent. Il y a des références sur le site Internet des maths du centre de service. Ensuite, planifiez des moments où vous allez travailler l'apprentissage par la résolution de problèmes. Donc, des moments où les enfants vont vivre une résolution de problème, mais n'auront pas nécessairement toutes les connaissances pour résoudre le problème. Fait qu'ils n'auront pas le choix d'aller chercher vraiment dans leur sac à outils l'ensemble des connaissances que vous avez enseignées, puis de faire preuve de créativité pour résoudre leurs problèmes. Puis souvent, là, vous allez voir une multiplicité de stratégies, une multitude de stratégies quand vous allez travailler comme ça. Si c'est la première fois que vous en entendez parler sur le centre de service dans la section vidéo, dans les premières vidéos, là, je pense qu'on n'a même pas besoin de dérouler la page. Là, vous allez avoir une vidéo qui vous explique c'est quoi l'apprentissage par la résolution de problèmes. Ou sinon, la formation animée vient aussi là, définir ce que c'est. Ensuite, ben, on peut penser de proposer des activités mathématiques à partir d'images qui va permettre aussi d'enlever l'idée qu'il y a beaucoup de calculs puis qu'il y aura une seule bonne réponse possible parce que on démarre avec une image, on démarre souvent même pas avec des chiffres. Donc ça peut donner un coup de pouce pour essayer là, de tranquillement donner un statut privilégié à l'erreur, mais aussi de créer une communauté mathématique. Ensuite, prévoir une façon de complexifier un même problème mathématique ou de le rendre plus simple. Donc, je recommence ma phrase. À partir d'un problème que vous avez déjà, prévoir comment le rendre plus complexe ou plus simple. Puis pourquoi
on va essayer de venir donner un éventail à partir d'un seul problème, mais c'est parce que si on veut que les élèves, si on veut glorifier l'erreur, ben il faut proposer des moments où les élèves pourront en faire. Il faut la provoquer, cette erreur-là. Puis pour la provoquer, ben il faut donner des tâches mathématiques parfois qui sont quand même de haut niveau puis qui sont quand même challengeantes, là, si vous me permettez. Donc pour ça, ben si on veut pas s'épuiser non plus à la tâche de toujours inventer des problèmes ou de toujours chercher des problèmes, ben on peut faire en sorte de prendre un problème que vous avez déjà, soit dans votre manuel, votre cahier d'activité, ou encore qu'on a sur le site web des maths, puis venir le rendre plus ou moins difficile. Je vous dirais que dans les premières, pas modalités, mais dans les premières dimensions à toucher, pour rendre le problème plus ou moins difficile, va être de varier le matériel de manipulation parce que ça va ouvrir sur des stratégies ou carrément enlever des stratégies le possible selon le matériel que vous allez utiliser. Puis là, ben, je vous donne un exemple bien simple. Si vous êtes au deuxième cycle, si vous commencez le deuxième cycle et vous voulez travailler avec les élèves les emprunts puis les échanges en soustraction, si vous donnez juste des jetons aux élèves, les élèves vont probablement prendre la stratégie de dénombrer. Vous ne forcerez pas l'échange puis l'emprunt. Alors que si vous donnez un matériel multibase, où là, le groupement, vous pouvez casser puis casser la dizaine ou encore l'unifier, ben là, ça devient plus difficile. C'est pas la même stratégie. Puis si on veut, on pourrait le faire même avec la BAC ou le boulier, puis on sera encore plus complexe parce qu'il y a comme un code inhérent à tout ça. Fait en variant le matériel de manipulation, c'est une des premières portes d'entrée pour venir varier la difficulté de la tâche. Puis enfin, ben tentez, exigez aux élèves qui soient convaincants. Montrez-vous sceptiques. Donc, si ils vous donnent une réponse, ben demandez-leur de prouver. Puis, t'es sûr? Comment ça, tu penses ça? Quels sont tes arguments mathématiques? Quand vous faites ça, ben vous vous trouvez à travailler la justification. Puis, on a toujours des situations de validation où les élèves doivent justifier à l'aide d'arguments mathématiques rigoureux, donc on perd pas notre temps. Puis, en plus, ben vous allez les amener à vraiment établir des preuves, puis vous allez les amener probablement dans une dynamique de jeu, là, où ils veulent avoir la meilleure preuve dans le but de, à l'époque, on aurait dit, non, je vais laisser faire les expressions, mais ça va prendre une tournure qui va être quand même probablement très drôle, si on veut, amusante plutôt, ça serait le bon terme, mais ça va les entraîner aussi à adopter une position de chercheur, puis une position qui va être nécessaire pour accepter l'erreur, puis ensuite venir poursuivre. Donc, se placer comme en processus d'investigation plus que dans je vais atteindre la bonne réponse tout de suite. Puis des fois, quand ils vont essayer de vous prouver puis de vous convaincre, ben ils pourraient justement ne pas avoir la bonne réponse, mais avoir un raisonnement mathématique tout à fait impeccable. C'est peut-être juste qu'il y aura une donnée ou un raccourci qu'ils auront fait, que là, c'est là où le bas aura blessé, mais vous serez à même là, de voir là, qu'est-ce qui faisait défaut, puis de réajuster les choses. Puis quand ils auront compris, ils vont faire comme ah ouais, mais là, ok, mais ça marche quand même, parce que là, maintenant que je le comprends, ils vont être capables d'y arriver, puis ça va être plus facile d'accepter l'erreur. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse avec la vidéo concernant la typologie d'Astolfi. Puis, ben, on se revoit la semaine prochaine. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le fil de discussion. Puis, j'y reviens soit dans une vidéo la semaine prochaine ou encore, je vous réponds par écrit là, à même le fil de discussion. Donc, bonne semaine!